appeler une école plus sobre, plus saine, une école low-tech, parce que je vais axer la présentation sur les dispositifs et sur la conception bioclimatique du bâtiment. Et donc, il s'agit de l'extension-restructuration de l'école primaire du lycée français à Lisbonne. Et je vais tracer l'histoire du projet depuis la candidature jusqu'au chantier qui est en cours et qui se finira en août de cette année. Là, vous pouvez voir sur l'image de la page de garde le chantier en construction. Et donc, allons-y. Ce projet démarre par une candidature un peu inespérée en 2017, à une époque où l'agence Méandre TC était un peu au creux de la vague et n'avait plus beaucoup d'espoir de pouvoir candidater parce qu'elle n'avait pas trouvé d'architecte local pour participer à la candidature. Et finalement, une équipe d'architectes de Porto, OUDA, accepte de participer à la candidature et se porte même volontaire pour apporter la candidature à l'époque papier depuis Porto jusqu'à Lisbonne. Et voilà, donc la candidature est dans les tuyaux. Et là, sous vos yeux, vous avez donc le site du lycée français à Lisbonne, donc, qui se trouve le long d'une route assez dense, qui est à la sortie de la ville à l'une des sorties de la ville de Lisbonne. Ici, le bâtiment du lycée qui habite donc le collège et le lycée, une partie de la maternelle, le gymnase théâtre, la bibliothèque, le bâtiment d'entrée avec l'administration. Là, vous pouvez voir aussi les bâtiments provisoires, le temps de la construction de l'école primaire, le bâtiment de la maternelle. Et ce bâtiment-là est un bâtiment de bureau, mais occupé au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée par le lycée français, et donc qui fait partie du projet. Donc voilà, la candidature est dans les tuyaux et l'agence attend une réponse. Mais avant cela, en fait, ça démarre un peu avant. En 2015, l'équipe de Méandre TC participe à un autre concours de l'AEFE, qui est la maîtrise d'ouvrage pour ce projet. Il s'agit du lycée français à Sousse. Malheureusement, l'équipe n'a pas été lauréate pour ce concours, mais suite au concours, a pu échanger avec l'AEFE sur les points forts et les points faibles du projet. Et l'AEFE invite Méandre TC à continuer à candidater pour futurs projets. Et c'est Eric Escande, qui travaillait à l'époque pour donc ingénieur thermicien, qui travaillait pour Alto Ingénierie, qui avait mis Méandre TC sur ce filon si je puis dire, de candidature pour l'AEFE. On se trouve à Lisbonne. Le site, comme je vous le disais, se trouve vraiment à une des sorties principales de la ville, le long de cette route. Non loin de ce grand parc Monsanto, qui est un poumon pour la ville. Et donc, on se trouve dans un climat méditerranéen, mais assez particulier, puisque alors, les hivers sont assez doux, assez humides aussi. Et la particularité de Lisbonne, c'est qu'il y a des gros différentiels de température entre le jour et la nuit. Et bien que le climat soit assez chaud en été, le soir, il fait assez frais. Et donc, il est possible de rafraîchir les bâtiments de cette manière-là, en s'octroyant le frais dans le bâtiment et le retrouver pendant la journée. Donc, voilà le vis-à-vis du lycée français. Donc, le long de cette route, on a ce centre commercial des Amoreiras construit dans les années 80-90, je ne sais pas exactement. Donc avec une architecture assez particulière et qui projette une ombre assez conséquente sur le lycée en hiver. Et il faut traverser cette route très dense qui pose pas mal de problèmes de circulation, surtout quand les parents vont chercher les élèves
à l'école. Et on rentre sur le site. Donc là, vous avez le bâtiment d'entrée, le bâtiment administratif, et les calçadas typiques de Lisbonne. La candidature, donc l'équipe a été retenue avec 3 autres équipes et se rend sur place une fois prête à concourir et s'imprègne de la ville et de ses éléments paysagers architecturaux les plus prégnants. Donc la calçada, évidemment, pour ceux qui sont déjà allés à Lisbonne, ça tombe sous le sens, mais aussi les dénivelés, très importants à Lisbonne et qu'on retrouve sur le site du lycée. Vous le verrez plus tard, il y a une différence de niveau d'à peu près 3 mètres entre la cour des élémentaires et le reste du lycée. Et puis tous ces écrins de verdure avec des grands arbres qui portent une ombre bienveillante sur les habitants. Le programme fonctionnel du lycée, pour ce projet, était d'amener 23 classes élémentaires et maternelles, des locaux communs, et de réaménager les cours de récréation. Donc là, le bâtiment C dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le bâtiment de bureau. Ici, nous avons la maternelle qui s'appelle le bâtiment B, le bâtiment E avec le lycée et le collège, et donc A et B qui sont les bâtiments d'entrée avec cette cour d'honneur qui est très belle quand on arrive sur le site. Lors de la visite, donc Emmanuel Pat et Vania donc Emmanuel Pat, gérant de l'agence Méandre TC, et Vania Dormois de Panorama Paysage, se rendent sur site et trouvent une oasis de verdure et de fraîcheur au milieu des tours et au milieu du béton et du minéral alentour. Ce qu'elles ont retenu de cette première visite, c'est une question d'une des équipes concurrentes. La question était: qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimeriez garder dans ce lycée? Et la réponse, les 2 réponses principales étaient les grands arbres et les gradins qui se trouvent ici en bordure en limite de terrain entre le terrain de sport en contrebas, donc qui est à 3 mètres en dessous du niveau de la rue, et la rue. Et puis évidemment la qualité de certains des bâtiments construits dans les années 50, donc A, B, D et le bâtiment E. Et donc ce bâtiment d'entrée que vous voyez construit dans les années 50. Et un autre élément assez important aussi, c'était ces préaux, ces couvertures qui mènent les visiteurs et mènent les usagers vers les bâtiments pour les protéger. Le bâtiment de la maternelle a guidé la conception de l'équipe. Comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment avec des éléments architecturaux qu'on va reprendre le long de la conception. C'est un bâtiment d'une grande qualité avec beaucoup de lumière et aussi ces étagères à lumière qu'on trouve le long de ces préaux et puis ces grands arbres, des grands platanes dans la maternelle et dans l'élémentaire. Et donc ces éléments-là ne changeront pas beaucoup et puis les bâtiments non plus. Finalement, comme vous pouvez le voir, là ce sont des images au cours de plusieurs phases, donc du concours en phase pro et en chantier. Peu de choses ont changé, mais je vais vous raconter un peu ce qui a changé au cours de la conception. Et voilà, les platanes, les grands arbres sont là, et ces préaux et d'autres éléments dont je vais vous parler en avançant. L'esquisse, donc le concours, démarre. Il s'agit de tout faire rentrer. Ça, c'est une des premières esquisses par Yanis Boumbar, qui était chef de projet au moment du concours. C'est une esquisse, voilà, c'est un croquis qui fait rentrer toutes les fonctions. Et de cette esquisse
qu'à la fin, en fait, peu de choses vont changer, à part en fait, ce bâtiment-là, ce bâtiment vert, qui va avancer plus vers la rue, et ce bâtiment ici qui fait la jonction en fait vers le bâtiment Unilever, qui va avancer pour laisser place aux grands arbres. Il s'agit d'appréhender le site, donc ces strates, parce que à cause des différences de niveau. Et les échanges en fait de la maîtrise d'œuvre à l'époque sont assez particuliers. On démontrait d'une grande agilité. Eric Escande, qui était l'ingénieur thermicien sur le projet, se rendait à l'agence Méandre ETC et venait y travailler toute une journée pour aller jusqu'au bout donc faire entrer les fonctions, mais aussi voilà, comment est-ce qu'on gère, comment on implante les bâtiments pour qu'ils soient ventilés naturellement, comment on gère les flux de manière à ventiler naturellement, comment on les implante, ces bâtiments, pour qu'ils ne soient pas surexposés et inconfortables. Voilà, donc le projet prend forme. Ça, c'est une esquisse assez tôt dans le concours. Et plus tard, voilà, les arbres apparaissent. Ces dorsales qui mènent vers les bâtiments apparaissent et vont rester. Et entre l'image précédente et celle-ci, ce qui a changé, c'est justement cette appropriation des différentes strates. Donc, l'équipe a réussi à superposer des fonctions de manière à augmenter même la surface des cours de récré pour abriter toutes les fonctions et laisser la place à des éléments très importants du paysage. La conception bioclimatique était là depuis le début. Il s'agit de protéger les bâtiments, les protéger du soleil, mais de faire entrer la lumière et de faire rentrer le vent pour le rafraîchissement naturel en été. Le programme de l'AEFE était assez peu restrictif, ne demandait pas de certification ni d'objectifs quantitatifs. C'était un programme plutôt sensible qui voulait une conception bioclimatique, une réduction des dépenses énergétiques et puis l'emploi de techniques simples et éprouvées. Et c'est ce que la maîtrise d'œuvre s'est efforcée de faire en fait tout au long du projet. Pierre Labadie, à l'époque, qui travaillait pour l'AEFE, avait cette sensibilité pour les ouvrages architecturaux bien faits. Et c'est un peu une complicité qu'avait la maîtrise d'œuvre avec ces éléments-là. Donc là, on retrouve les bâtiments. Le bâtiment d'entrée qui abrite les communs à la jonction, donc, et le gymnase sur le bâtiment d'entrée. Les maternelles de plein pied sur l'entrée du lycée et en R+1, donc les grandes sections en R+1. Et puis les élémentaires qui, eux, doivent descendre dans la cour en rez-de-jardin et puis en R+1 par la suite. Donc les élémentaires en bleu. Donc voilà, le concours est gagné parce qu'il proposait des idées très claires. Les échanges avaient été comme une partie de ping-pong. Une fois que les fonctions étaient placées, il fallait remanier le projet de manière à ce que les flux, à ce que les formes, à ce que tout soit vraiment très clair dans l'organisation et que l'image aussi soit forte. Il y avait une vraie synergie, une vraie agilité et des rendez-vous hebdomadaires forçaient la maîtrise d'œuvre à vraiment présenter de manière claire les avancées toutes les semaines. Le concours est gagné avec cette perce, cette image qui a beaucoup séduit l'AEFE. Parce que voilà, il y a un signal fort sur la rue. Je vous rappelle que les Amoreras en face sont assez imposantes
Et le lycée, voilà, prend sa place sur la rue. Les strates sont gérées et on peut avancer sur le projet. Donc là, je vous remets la perce de concours avec les bâtiments, le bâtiment Unilever avec ses 2 niveaux. Une restructuration assez lourde a été proposée en concours et a été gardée. C'était un peu un pari parce que ce bâtiment n'appartient pas au lycée et juste en location par le lycée. Les cours de récré aussi faisaient partie du projet, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, suite au concours, le programme ne suffisant pas toujours, l'équipe de maîtrise d'œuvre se rend sur place et interroge la maîtrise d'usage, donc les élèves, les professeurs, la direction, sur voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Les élèves participent, donnent leur avis. Les filles ont beaucoup d'avis sur les sanitaires, par exemple, sur l'aménagement des salles de classe. Et tout le monde donne son avis sur les revêtements, par exemple, voilà, tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas. Et l'équipe repart avec tous ces éléments pour retravailler sur le projet et resserrer le projet. Ce qui a changé entre le concours et la suite, principalement, c'est la morphologie des salles de classe qui sont ici très allongées, mais qui vont être un peu compactées, donc dont la longueur va se rétrécir et elles vont s'épaissir un peu. Et ce bâtiment-là, qui est le prolongement de la maternelle, va se retrouver dans le prolongement du bâtiment existant pour faciliter les flux. Ici, vous avez les plans en phase APS, donc vous pouvez voir le prolongement de la maternelle qui s'est effectué. Il y avait aussi la question de est-ce que oui ou non on rajoute un étage sur ce bâtiment ici pour abriter plus de salles de classe. Pour des questions de budget, cette solution n'a pas été retenue. Et donc nous avons gardé le nombre de 23 classes jusqu'à la fin. Il s'agissait aussi de s'assurer que la ventilation naturelle sera possible et ne rentrerait pas en conflit avec la réglementation incendie. Et donc, on défriche la réglementation et on trouve le moyen de ventiler naturellement en traversant grâce à une compartimentation. En fait, un compartiment peut avoir moins de 400 mètres carrés et peut être considéré comme un local et donc la circulation faire partie d'une salle de classe en tant que local et donc on peut ventiler naturellement en traversant sans avoir besoin de mettre de vitrage ou de porte coupe-feu entre la circulation et les salles de classe. Donc le pari pour le moment est gagné. On va pouvoir ventiler en traversant et on continue à avancer sur le projet. Pour les éléments de ventilation, donc une fois qu'on a su qu'on pouvait ventiler en traversant, on a travaillé avec toute la maîtrise d'œuvre sur les éléments plus détaillés de cette ventilation, donc les ouvrants. Au Portugal, il y a une réglementation qui oblige à avoir des ouvrants en partie haute pour le renouvellement d'air en hiver. Ils sont en partie haute au-dessus d'1,80 m pour éviter d'avoir un air trop froid balayant les nuques des élèves. Et donc on peut ventiler en hiver, renouveler l'air sans compromettre la santé des élèves et des professeurs. Donc, on a cette ventilation qu'on a appelée primaire et une ventilation secondaire qui est composée d'ouvrants verticaux. Donc, c'est des ouvrants, tout est manuel. C'est des ouvrants manuels protégés par des ventelles à l'extérieur, des ventelles en bois, protégés contre la pluie et contre les effractions.
Donc, ce dispositif permet la nuit d'ouvrir les ouvrants et de récupérer la fraîcheur de la nuit pour la réutiliser pendant la journée. Un autre élément important du projet, c'est que cette ventilation naturelle a été possible dans tous les locaux du lycée. On a 0 clim et 0 ventilation mécanique, même dans les WC. Je vous ai mis une image ici d'une perce en phase pro. Malheureusement, elle est de mauvaise qualité, mais vous pouvez voir ici les ventelles en bois. Donc, l'aspect final, ce sera des enduits et de la pierre avec beaucoup de bois. Les évolutions du projet ont été forcées aussi par des coupes budgétaires. Alors, le budget avait été calculé sur un indice de 2015, il me semble, et le budget avait été sous-évalué. Et donc, à un stade assez avancé du projet, il a fallu faire des économies. Et une de ces économies, ça a été la suppression des menuiseries sur la circulation du côté extérieur qui était prévu, mais qui ne permettait pas de rentrer dans le budget, parce que c'était un gros poste. Et donc, on a supprimé ces éléments-là. Vous pouvez le voir là sur le chantier, donc ça aura cet aspect-là, plus les brises soleil qui viendront s'ajouter d'ici quelques mois. Alors, il faut savoir aussi que quand on rend un permis de construire au Portugal, on passe par pas mal de services, dont le service de santé. Et donc, il est instruit par les pompiers, par la santé et par un tas d'autres services. C'est un PC très, très complet, c'est très lourd. Et la suppression en fait, de ces menuiseries extérieures avait même plu au service de la ville pour des raisons de santé. Parce que ça voulait dire que les circulations, il n'y aurait pas d'air stagnant. Et donc, on limiterait de cette manière-là les contaminations. C'est assez intéressant dans ce contexte actuel. Et ce sera d'autant plus intéressant de voir comment le projet évolue dans le contexte actuel avec la pandémie. Il a fallu aussi s'atteler aux bâtiments existants. Donc la maternelle dont je vous parlais précédemment, qui est un bâtiment avec de très grande qualité, avec des très grandes hauteurs sous plafond, très lumineux, très robuste. Et la réglementation portugaise nous a permis d'y toucher le moins possible, puisque la réglementation dit que si on impacte un bâtiment existant de manière minime, donc la réglementation a changé un petit peu depuis, il est plus difficile de dire de quelle manière un bâtiment va être moins impacté, mais à l'époque, il a été possible de rénover ce bâtiment sans avoir à se soumettre à la réglementation thermique portugaise. Et donc, ce bâtiment, à part l'éclairage et l'acoustique et les revêtements de sol et quelques aménagements intérieurs, nous n'y avons pas touché. Donc, pas d'isolation extérieure et puis conservation de l'existant au maximum. Un autre sujet très intéressant sur ce projet concerne les hauteurs sous plafond. Au Portugal, la réglementation impose des hauteurs sous plafond entre 3 mètres et 3,60 mètres. Donc, tous nos espaces sont entre 3 mètres et plus, ce qui permet d'avoir des baies extérieures donc plus larges, plus vastes, et donc d'avoir des apports solaires, des apports de lumière plus importants.
et ça donne des espaces très généreux. Malheureusement, je n'ai pas de photos de fin de chantier, donc vous n'allez voir que des photos de chantier, mais elles sont tout de même assez parlantes. Donc, aussi, ce qui importait beaucoup pour la maîtrise d'œuvre, c'était d'avoir l'avis constant de la maîtrise d'ouvrage, qui était très partante justement pour participer et avoir son mot à dire sur le projet. Alors, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait des usagers existants, ce qui n'est pas le cas pour les constructions neuves. Et donc, en phase APD, je crois, on est allé sur un site d'un parc pour parler avec les directeurs des 2 écoles des revêtements extérieurs pour les cours de récré. Cette visite a permis de se mettre d'accord de manière assez simple sur justement les éléments de paysage et les revêtements et les différents jeux qui seraient installés dans les cours de récré. On a aussi fait, au début de la phase APD, 2 maquettes. Une maquette du site entier et une maquette au 20e d'une salle de classe que vous avez vu précédemment dans les diapos. Ces maquettes ont permis aussi de resserrer le programme et d'éviter des quiproquos ou des malentendus, puisqu'il est toujours difficile pour des non-architectes de lire des plans ou des élévations. Voilà, ces maquettes ont permis de vraiment se mettre autour d'un objet commun et de discuter avec un objet très parlant. Ça a permis aussi à Carole Lehmann de discuter des différents dispositifs pour le confort avec les professeurs. Et voilà, donc là, on est en chantier depuis, je ne sais plus depuis quand, il faudra demander à Thiago qui est dans l'audience. Et depuis 10 mois, merci Brigitte. Donc là, on retrouve le bâtiment d'entrée que vous avez vu dans la perce du début. Là, on se trouve dans la cour maternelle, on regarde vers la rue, on regarde entre le bâtiment d'entrée et le bâtiment existant d'administration. Cette faille, cette tension entre les 2 bâtiments qui est assez imposante, mais qui marche très bien puisqu'on est dans une petite ruelle et puis on arrive dans la cour de récré des maternelles par la suite. C'est en bleu ici sur l'image de référence. Les platanes, donc les grands arbres de la cour des élémentaires, ont été conservés. Alors voilà, les petits rebondissements des projets font que parfois on essaye à tout prix de tout faire fonctionner, mais malheureusement, un des arbres doit être coupé puisqu'il est malade. Évidemment, un nouvel arbre sera replanté pour réapprovisionner la cour de récré en fraîcheur. Et dans le fond, vous voyez le préau des maternelles avec le préau des élémentaires en dessous. Ça, ce sont les strates dont je vous parlais au début, qui ont permis d'augmenter les surfaces des cours de récré et qui ont permis de donner un peu plus d'air aux cours de récré et plus de liberté pour l'implantation des bâtiments. Et ici, le bâtiment mi-maternel en R+1 au rez-de-chaussée et élémentaire en rez-de-jardin. Le bâtiment C, dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, mais qui, lui, contrairement à la maternelle, a fait l'objet d'une restructuration lourde. Donc, lui, on est venu démolir pratiquement toute la façade. On a conservé seulement les poteaux. On a reconstruit, on a refait de la maçonnerie pour abriter les nouvelles baies et pour isoler. Et devant cette façade maçonnée, on trouvera des brises-soleil, mais qu'on ne voit pas pour le moment, malheureusement. Il faudra venir sur site. Donc ici, en bleu, dans la petite diapo en haut. Et nous revoilà dans le préau des maternelles, avec la maternelle dans le fond, et sous le préau des maternelles, donc sous le préau élémentaire en rez-de-jardin.
Et enfin, un élément dont je ne vous ai pas du tout parlé, mais qui est très important, puisqu'il est abrité dans le bâtiment qui donne sur la rue. Donc, c'est une partie qui est un peu en porte-à-faux, qui est l'accès, en fait, donc cette forêt d'étais que vous voyez là, c'est la partie en dessous du gymnase, en porte-à-faux, par lequel viendront rentrer les élémentaires et le personnel administratif pour se rendre dans la jonction entre les bâtiments. Et se trouvera au fond aussi la bibliothèque et la salle des profs en rez-de-chaussée, avant le passage. Donc, il y a une passerelle qui mène vers le bâtiment. Et les matériaux et les couleurs du lycée, donc ce seront des couleurs assez sobres. La plupart des bâtiments seront dans un enduit très clair, avec des pierres portugaises dont je ne me souviens pas la provenance exacte, mais typiques du Portugal, qui viendront habiller le bâtiment d'entrée. Le liège nous a servi d'isolant. Donc, c'est un matériau qui est très intéressant pour l'isolation parce qu'il est très performant et aussi parce qu'il ne bouge que très peu. Donc, faire un enduit sur du liège, c'est assez intéressant comparé à d'autres matériaux d'isolation. Ça garantit une très bonne stabilité et de l'isolation et de l'enduit qui se trouve par-dessus. On aura aussi pour toutes les menuiseries un résineux qu'on appelle Riga, voilà, avec cette couleur qui ira très bien avec les pierres. Et tous les revêtements de sol, les salles de classe, seront en liège. Et donc, c'est un liège qu'on a élaboré avec une entreprise portugaise. On ne sait pas encore pour le moment si ce liège sera verni ou brut. En tout cas, c'est juste du liège. Il n'y a pas de sous-couche autre que le liège pour permettre une stabilité totale du revêtement de sol. Voilà, merci beaucoup. Et merci infiniment aussi à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de la conférence. Je passe la main à Carole qui va vous parler de la thermique et des différents dispositifs et des évolutions du projet. Bon. Bonjour, je vais partager mon écran. Ça fonctionne. Vous m'entendez bien aussi? Oui, on t'entend bien. Très bien. Alors donc en fait le projet, moi j'ai pris la suite d'Éric Escande lorsqu'il a quitté Alto Ingénierie, donc je suis intervenue dès l'APS. Donc on avait le concept bioclimatique de poser à l'esquisse. Et donc dès l'APS, il a fallu conforter les solutions qui avaient été amenées à l'esquisse. Et du coup, on a utilisé des outils de simulation numérique pour vérifier, peaufiner nos solutions pour le confort estival. Parce que le maître d'ouvrage et les occupants nous signalaient des problèmes de surchauffe importantes dans les salles de classe. Alors en particulier les salles de classe du bâtiment existant, la Unilever, on a des salles de classe qui sont mono-orientées. Et là, les photos de l'existant, on voit des ouvrants
pour effectivement la ventilation naturelle, mais qui sont pas mal obstruées en fait par des volets roulants qui ont quand même un système de projection, mais on voit que malheureusement, soit on ventile, soit on se protège du soleil. Et si on se protège du soleil, ben, on n'a plus la lumière naturelle. Voilà, c'était plein de compromis qui faisaient que globalement, ils vivaient à des surchauffes importantes. Il faisait bien plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc le maître d'ouvrage avait indiqué clairement que cette problématique devait être réglée, nettement améliorée dans le projet par des solutions passives, voilà, sans climatisation. Donc le constat était celui-là sur l'existant. Alors là où on a travaillé beaucoup la conception bioclimatique, c'est sur les parties, les bâtiments neufs. Et il a fallu regarder de plus près ce bâtiment existant Unilever, où en fait toute la façade, Zital montrait, seuls les poteaux ont été gardés et en fait tout l'aspect menuiserie et ventilation naturelle, protection solaire a été revu à cette occasion. Alors les solutions low-tech, puisque c'est notre sujet, assez vite, hein, on a identifié les solutions low-tech. Bon, en fait, des bâtiments d'enseignement, ils ont besoin de chauffage, même au Portugal. Pour la ventilation, on a envie de prendre le parti d'une ventilation double flux mécanique, qui est quand même difficile à intégrer hein, dans l'existant et en tout cas qui consomme pas mal d'électricité pour ces ventilateurs et puis qui va potentiellement peut poser pas mal de problèmes en exploitation puisque les bâtiments d'enseignement, en général, il y a un agent technique qui s'occupe de toute la technique du lycée. Et les CTA double flux, ben, ça peut nécessiter un contrat d'exploitation, un contrat de maintenance particulier, probablement assez coûteux, avec une solution qui est quand même pas très classique au Portugal, hein, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques climatiques au Portugal que, par exemple, ce que nous, on a l'habitude de faire en France. Donc pour la solution de chauffage, on avait une chaudière existante qui avait la puissance nécessaire pour venir chauffer nos nouveaux bâtiments. Donc on n'a pas changé la solution de chauffage. C'est une chaudière au gaz, si je ne me trompe pas. Alors pour l'éclairage, on a utilisé des solutions, là pour le coup actives, mais efficaces, hein, des sources LED avec des commandes. Alors les commandes, on n'a pas pris le parti de commandes automatiques avec beaucoup d'intelligence et d'automatisme. On est parti sur des commandes manuelles. On voit sur la salle de classe ici qu'on zone quand même la partie en façade et la partie vers circulation, de manière à pouvoir éclairer uniquement la zone où on a besoin d'apport d'appoint en éclairage artificiel. Mais là, on a pris le parti d'une commande simple, manuelle, double commande. La ventilation, comme je commençais à l'expliquer, on est plutôt parti sur une ventilation naturelle. Alors aussi bien pour la ventilation hygiénique que pour la ventilation qui permet de limiter les surchauffes pendant les périodes chaudes. Donc ça, c'était déjà beaucoup moins courant pour nous en France sur des projets récents. Et pour le confort thermique estival, hein, donc faire que les ambiances ne soient pas trop chaudes passer l'hiver, pas de clim. Et là, on a dans notre solution passive mis l'accent énormément sur les protections solaires, sur la ventilation naturelle et puis des brasseurs d'air, hein, des ventilateurs au plafond pour améliorer le confort, le ressenti lorsque les ambiances sont quand même amenées à monter en température. Alors on voit de nouveau la maquette du site. La grande rue est ici, là, avec le centre commercial derrière. L'orientation nord qui est là.
Alors, on a des façades à l'ouest, des façades au nord, des façades au sud, pas trop à l'est, et il nous fallait quelque chose d'homogène en termes de protection solaire, quelque chose d'homogène architecturalement parlant. Le parti pris a été, pour faire un petit peu écho aussi à ce qui existait dans la maternelle ici, de partir sur des brise-soleil verticaux, quelle que soit l'orientation de la façade. Donc, il y a eu un travail assez important sur le dimensionnement de ces brise-soleil verticaux, c'est-à-dire de combien on les espace, de combien ils sont profonds et de comment on les oriente, l'angle d'orientation. En tout cas, les solutions qui ont été choisies, et là, dès le début, hein, en esquisse, et on n'a pas changé de solution en cours de route. On est sur des solutions principalement passives pour le confort d'été. Et les solutions actives qui existent sont simples, donc faciles à maintenir, et faciles à utiliser. Puisque là, nos occupants, hein, sont des jeunes élèves accompagnés de leurs professeurs. Alors, si on rentre un peu dans le sujet de l'enveloppe du bâti, son niveau d'isolation, au cours du projet, comme Zita l'indiquait, là, on a la coursive, la circulation qui donne sur l'extérieur. On avait des vitres ici, aussi dans la cloison entre classe et circulation, et aussi côté façade extérieure. Et on s'est posé la question en APS et aussi un petit peu en APD. On a besoin de double vitrage même au Portugal, donc sur la façade extérieure, bien sûr qu'on en a. Et sur la partie coursive, on s'est demandé, est-ce qu'on a intérêt à avoir un double vitrage ici et un simple là, ou vice-versa? Donc on a simulé ça. C'était pas très concluant, on va dire. Il y avait pas une problème. Enfin, les résultats étaient assez proches, puisqu'en fait, on s'aperçoit que dans les bâtiments d'enseignement, les besoins de chauffage sont en fait très faibles. Ce sont les élèves qui, en occupant la salle, dégagent suffisamment de chaleur pour chauffer le local. Donc le chauffage, quand est-ce qu'on utilise? Pour éventuellement maintenir un petit réduit de température la nuit et puis relancer le chauffage avant que les élèves arrivent le matin. Donc les besoins de chauffage, en fait, sont assez faibles à condition que l'enveloppe soit isolée. Donc le sujet double vitrage, simple vitrage, c'était pas très probant sur le projet. Et puis comme l'a dit Zita, ensuite, pour faire des économies financières, il n'y a plus eu de vitrage ici. Et donc on s'est retrouvé avec du double vitrage à ce niveau-là. Alors en fait, la réglementation au Portugal, il y a une réglementation thermique qui imposait à ce moment-là, je ne sais pas si elle a changé, des valeurs garde-fous sur les U, hein, les performances thermiques de façade, enfin d'éléments de l'enveloppe extérieure. Alors le parti pris qui a été pris rapidement, c'était d'être environ 2 fois plus performant que la réglementation au Portugal. Alors regardez à quoi ça nous conduit pour le projet. Ce type de performance-là, c'est de la brique monomure, plus 6 cm de liège à l'extérieur. Ce n'est pas non plus des épaisseurs très importantes et difficiles à loger. Alors pourquoi ce parti pris, hein, parce qu'on se dit, s'il n'y a pas beaucoup de besoin de chauffage, alors il n'y a pas beaucoup de besoin de chauffage parce qu'on est bien isolé, il y a quand même un lien avec le confort des occupants. Des parois mal isolées, c'est une sensation de parois froides. Une toiture mal isolée au Portugal, c'est des apports, c'est le soleil qui va chauffer énormément la dalle en toiture et ça va rayonner dans les pièces en dessous. Bon, le double vitrage, c'est aussi pour le confort des occupants. On lutte contre les parois froides, on évite la condensation sur les fenêtres de cette manière-là. Donc l'enveloppe thermique isolée et en gros 2 fois plus performante que ce qu'exige la réglementation thermique.
Alors bien sûr, on s'intéresse à l'ensoleillement du site pour protéger ses façades et ses vitrages du soleil. J'aurais pu mettre la slide avant, c'est un peu on va dire la première étape. Bon, sauf que ça va permettre d'argumenter un petit peu mieux la suite. Qu'est-ce qu'on voit là? Le centre commercial avec ses immenses tours là, ici, et on s'aperçoit que ces tours, malgré qu'elles soient très hautes, eh bien en été, c'est pas elles qui vont ombrager notablement les façades. Alors donc pas du tout l'été. Et le bâtiment Unilever existant, où on a quand même 2 étages de classe loués, il ombrage un petit peu les bâtiments neufs qui sont en marron, partiellement, pardon. Mais on a bien une problématique de protection solaire. Alors, ce que l'on observe, nous, ce qu'on observe dans les bâtiments d'enseignement, comment limiter les surchauffes dans les salles de classe, il y a une difficulté dans les salles de classe, c'est qu'on a des occupations qui sont très denses, beaucoup d'élèves dans une pièce, avec un dégagement de chaleur très important. Donc, il faut éviter que cette chaleur reste dans le local. Donc, c'est là la stratégie de ventilation naturelle. C'est évacuer ces chaleurs dégagées par les occupants. Et autre chose à éviter absolument, c'est des apports solaires. La chaleur du soleil, on doit éviter qu'elle pénètre dans la salle de classe. Alors là, je parle de la problématique été, hein, pour éviter les surchauffes. Donc là où on a été extrêmement soigneux et méticuleux, c'est sur les protections solaires et la ventilation naturelle. Pour l'isolation du bâti, on a pris un parti au début et puis on a maintenu le cap. Les protections solaires du bâti, ben pour les dimensionner, là on voit nos bâtiments neufs, le Unilever restructuré. On a des façades au nord, au sud et à l'ouest. En fait, nos salles de classe, hein, sont là en bleu. Sur ces bâtiments-là, elles regardent le nord. Donc déjà en termes d'apport solaire, il y a beaucoup moins de risques. On a quand même tenu à protéger les façades au sud qui correspondent en fait aux coursives, aux circulations qui permettent d'accéder aux classes derrière. Par contre, sur le bâtiment Unilever, on n'a pas cette possibilité. On n'est pas traversant, on est mono-orienté, on a des circulations derrière les salles de classe et on ne peut pas ventiler en traversant. Donc on est forcément en mono-orienté avec des classes exposées à l'ouest, des classes qui subissaient déjà beaucoup de surchauffe. Et donc là, le dispositif de lame brise-soleil pour empêcher les apports solaires sont là. On a été assez intransigeant sur zéro apport solaire l'été. Alors regardez ce que ça peut donner concrètement. Ça se simule, hein, alors ben, du coup, on a plein de paramètres à gérer, hein, espacement, profondeur, inclinaison. Donc en fait, concrètement, l'architecte nous donne des données d'entrée. Voilà, en gros, il fixe 2 paramètres sur 3 et puis on cherche le troisième en optimisant donc en faisant des calculs d'optimisation. Donc ça, c'est par exemple les cases rouges, c'est de l'ensoleillement direct si on ne fait rien sur cette façade. Et avec le dispositif qui est correctement dimensionné, on voit que les apports solaires, bah, il y en a quasiment plus. Alors il y en a, mais là les élèves sont partis. Et là, il y en a, mais c'est en hiver. Donc, vous voyez, la problématique protection solaire été est approchée, enfin, est simulée de cette manière-là et la solution est vérifiée, dimensionnée pour ce faire. Alors, on pourrait bien sûr resserrer les lames brise-soleil pour se protéger efficacement du soleil. Pourquoi on cherche la solution optimale? C'est parce qu'on souhaite bénéficier de l'éclairage naturel. Alors bon, on n'a pas fait de miracle, hein, des brises-soleil, des protections solaires fixes, type lame verticale, limitent les apports en éclairage naturel. On n'a rien découvert de plus là-dessus. Mais on a voilà, optimisé au mieux pour ce compromis. Si on vient sur la ventilation, donc on a de toute façon la ventilation hygiénique à assurer toute l'année lorsque les bâtiments fonctionnent.
Et donc, on va se concentrer déjà là-dessus. Le parti pris était qu'elle soit à 100% naturelle, avec des ouvrants dédiés, comme Zita le mentionnait, en hauteur pour éviter les courants d'air froid pour les occupants. Alors, c'est extrêmement low-tech comme solution, hein, d'ouvrir la fenêtre pour assurer la ventilation hygiénique. Là où il faut être extrêmement vigilant, c'est quel est le renouvellement d'air qui sera constaté dans les salles de classe et quels seront donc les niveaux de pollution. On voit très bien dans les classes existantes des fenêtres qui restent fermées toute la journée et quand quelqu'un de l'extérieur arrive dans la salle de classe, ça se sent qu'il y a un net manque de ventilation. Donc en fait, il faut accompagner cette solution passive et on va vous indiquer ce qu'on a proposé ici pour le lycée. Alors justement, ouvrir les fenêtres, mais sans compromis sur la qualité d'air intérieur. Donc nous déjà, dans nos simulations, on a vérifié que la taille des ouvrants de ventilation était suffisante pour évacuer la pollution apportée par les occupants. Alors comment ça se caractérise ça, la pollution amenée par des occupants? Bah, c'est en fait le dioxyde de carbone qui est rejeté par la respiration. Et du coup, il y a, alors une fois qu'on s'intéresse à cet indicateur, le taux de CO2, le taux de particules par million, etc., on se dit oui, très bien, mais alors le seuil, on le situe où? Alors, il y a un indice qui s'appelle l'indice icône, qui est utilisé pas seulement dans l'enseignement, hein, qui va en fait qualifier la qualité d'air intérieur et qui va finalement traduire cet indicateur en un indice de 0 à 5. Et plus l'indice est faible, plus la qualité d'air est bonne. Donc là, les simulations donnaient des valeurs qui se traduisaient par un indice icône de 0,4, c'est-à-dire, si on arrondit, 0. C'est-à-dire un indice de confinement nul, une qualité d'air assez pas excellente, mais très bonne. Donc on sait déjà que nos ouvrants ont la bonne taille pour potentiellement ventiler suffisamment une salle de classe lorsqu'il y a, je ne sais plus, 36 élèves, ou je ne sais plus très bien la, la jauge. Mais comment on accompagne les occupants sur quand est-ce qu'ils ont intérêt à ouvrir les fenêtres? Eh ben, il y a des petits boîtiers qui ont été développés ces dernières années et qui ont énormément de succès ces derniers temps avec comment on aère des salles de classe en période de pandémie. C'est ces petits boîtiers-là qui peuvent être autonomes ou pas. Là, on les a choisis autonomes. Donc, ils mesurent entre autres le taux de CO2 et puis il y a 3 petites diodes qui sont, quand tout va bien, c'est-à-dire il n'y a pas de la qualité d'air est bonne, la petite diode verte est allumée. Et puis quand le confinement augmente, le taux de CO2 augmente, on va passer à la couleur orange et puis à la couleur rouge. Donc en fait, il y a un boîtier par salle de classe. Ça fonctionne avec des piles et puis ça se recharge, des piles rechargeables. Mais il n'y a pas de GTB, il n'y a pas de technique, il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est accroché au mur, c'est autonome. Et il suffit d'observer la couleur des LED. Alors, bien sûr, on a eu, nous, des retours d'expérience sur ce type de boîtier, où si on n'explique pas quel est le sens de ces couleurs, on peut prendre peur. Par exemple, la diode rouge, moi j'ai entendu parler d'occupants, d'élèves et de ce professeur qui quittaient la salle de classe. Donc non, non, c'est pas tout ça. Et donc nous, on va aussi accompagner les solutions, même si elles sont très low-tech et très simples, on va quand même les accompagner pour pas qu'il y ait une mauvaise compréhension du dispositif. Et pour le confort estival qui repose sur la protection solaire et qui repose sur la ventilation naturelle, alors la ventilation naturelle en occupation, oui, pour permettre
d'évacuer la chaleur dégagée par les occupants et la ventilation naturelle que l'on veut conserver la nuit. Parce que donc au Portugal, on a une différence de température diurne et nocturne importante. On a facilement 10 degrés, même l'été, entre le jour et la nuit. Et on a veillé à isoler par l'extérieur le bâtiment, hein, le liège est à l'extérieur. Donc on a de la masse thermique à l'intérieur des salles de classe. On a nos monomures, nos briques monomures pour la façade. On a notre liège en revêtement de sol qui va, lui, par contre, masquer l'inertie, la masse thermique de la dalle béton. Par contre, au plafond, on a bien une dalle béton, la sous-face de la dalle béton apparente, avec un traitement acoustique qui est plutôt de la dalle acoustique désolidarisée. Donc on utilise la ventilation naturelle nocturne pour venir stocker nos frigories nocturnes dans la masse thermique du bâtiment. Et du coup, pour ventiler généreusement comme ça, on a des ouvrants en plus dédiés à cela. Ils sont repérés en noir ici. Ils sont tous, ceux qu'on va utiliser pour la ventilation nocturne, sont tous protégés par des grilles qui font office de anti-intrusion par pluie, côté extérieur, par soleil aussi. Donc, il y a cette ventilation naturelle nocturne a été pensée et il n'y aura pas de blocage technique pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on donc tout ça est simulé, hein, les dimensions, comment on ouvre les fenêtres, à quel moment, etc. Et ça, c'est en fait ces situations simulées de comportement d'occupants qui seraient actifs. Finalement, quand on a mis au point ce comportement que l'on voudrait voir en exploitation, après, il suffit de guider finalement les occupants pour aller vers ce comportement-là, de manière à approcher le plus possible ce confort qu'on a au préalable simulé en conception. Alors, lorsqu'on regarde de près, hein, là, c'est 3 salles de classe, on regarde il y a combien d'heures de dépassement de 28 degrés pour situer un peu le niveau de surchauffe, hein, que l'on observe. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait? Dehors, à Lisbonne, que pendant que les salles de classe sont occupées et pas en juillet et ni en août, il y a 97 heures dehors au-dessus de 28 degrés. Alors on se doute bien qu'avec des solutions passives et dans des salles de classe, on va pas être plus confortable dedans que dehors. Là, l'objectif, c'était d'être pas moins confortable dehors, il fallait être aussi confortable dehors que dedans. Alors, quand on compte le nombre d'heures au-dessus de 28 degrés simulés, on voit qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Par contre, le pourcentage du temps d'occupation où on dépasse 28 degrés, c'est quand même significatif. Alors, c'est le Portugal, hein, voilà, c'est le climat méditerranéen. C'est comme ça qu'on vit dans des salles de classe au Portugal. On peut difficilement être mieux, plus confortable dedans que dehors de cette manière-là. Alors, comment on peut améliorer le confort tout de même? Excusez-moi, là, je me focalisais. Ventilation naturelle que la journée, ventilation naturelle la journée et la nuit. Regardez, les résultats sont bien meilleurs quand même, hein. Euh, et aussi pour quand même améliorer ce confort-là, estival, parce que là, on est quand même dans une météo standard, hein, on n'a pas simulé des météos plus chaudes, plus caniculaires à venir. On a aussi proposé des brasseurs d'air au plafond, parce que en fait, quand on augmente la vitesse d'air dans l'ambiance d'un local, eh bien, le confort ressenti est amélioré. En fait, on va augmenter l'évapotranspiration, hein, l'échange de chaleur à la surface de la peau, et ça va améliorer le confort ressenti. Donc, nos 3 solutions passives pour le confort thermique estival, c'est bien la combinaison de ces 3-là. L'accompagnement des occupants.
Donc ça, on a déjà réfléchi à la chose. Il y a déjà eu des ateliers de sensibilisation ou en tout cas d'introduction, de présentation du projet, bien sûr aux maîtres d'ouvrage, aux enseignants et puis aussi aux élèves qui passaient par là, qui voyaient la maquette et qui commençaient à s'intéresser à cela. Et on va poursuivre l'accompagnement des occupants. Alors à quoi on réfléchit en ce moment? C'est des petites affichettes qui vont expliquer les dispositifs mis en place, le fameux boîtier, les ouvrants, lesquels on ouvre l'hiver, lesquels il va falloir plutôt ouvrir l'été. Qu'est-ce que c'est que ces brasseurs au plafond? Voilà, des affiches qu'on va mettre à disposition et qui pourront donc être disposées dans les classes. Et puis on se dit que nous, on était assez on est intéressé par la pédagogie active depuis le début de ce projet. Comment la sensibilisation à l'environnement, au confort, comment on aborde les années à venir sans solution active, comment on va utiliser le projet et les bâtiments, comment ça pourrait être réutilisé comme matière pour l'enseignement, pour donc les enseignants avec leur programme. Donc, les affiches sont là, on est à disposition et puis on s'est dit que les enseignants pouvaient aussi animer, avec leurs élèves, des séances où il y aurait des mises en situation. Alors des scénettes type théâtre, des chansons, dessiner, de la BD, des livrets, refaire des affiches si elles ne conviennent pas. Voilà, tout ça c'est de la matière pour sensibiliser et pour apprendre. Voilà, j'ai terminé. Je vais arrêter le Merci. partage. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Excusez-moi pour le débordement Il n'y du temps. a pas de problème. Donc, merci beaucoup, Carole. Merci, Zita également. Et comme vous l'avez vu, Merci Oscar. pour la réussite d'un projet comme celui-ci, il y a une approche architecturale qui est importante. Ensuite, il y a une approche technique qui est plus orientée vers plus d'intelligence collective et moins d'intelligence artificielle. Et c'est en fait cette combinaison-là qui facilite ou qui aide la conception d'un projet qu'on peut appeler low-tech. Et Thiago, je ne sais pas si vous voulez faire un petit commentaire là-dessus, un petit retour d'expérience par rapport à votre expérience. Oui, je voulais seulement, voilà, moi je suis le partenaire de Méandre et qui suit les consignes d'Alto sur le chantier. Donc, on a participé dans la phase finale de la production du projet et maintenant on suit tous les jours le chantier. Il y a une différence entre un projet qui est fait au Portugal ou en Suisse et le projet qui est fait en France. C'est qu'ici au Portugal, le projet EXE dessine la totalité du projet et donne toutes les consignes à l'entreprise pour la construction des éléments. Sachant qu'en France, par exemple, le système, c'est un peu différent. Ici, on détaille tout. On détaille jusqu'à la vis qui va visser la plainte. Et c'est le cas du lycée français, c'est qu'on a tout dessiné. On a la consultation qui est faite auprès des entreprises. C'est déjà avec la totalité du projet dessiné en exé. Même avec ça, on se trouve aujourd'hui avec une grande logique d'explication. C'est de l'explication à tout le monde. C'est d'explication aux maîtres d'ouvrage que nous sommes dans un système low-tech. Nous sommes vraiment dans un système qui sort du normal, de tout est avec des boutons, de systèmes intégrés de haute technologie. Et aussi, on a cette discussion et cette explication à l'entreprise. Nous sommes entrés dans une logique de construction plutôt de l'automatisme. Les entreprises aujourd'hui sont prêtes à tout faire en automatique. Et finalement, nous sommes en train de venir en arrière, à expliquer à l'entreprise, non, on souhaite low-tech, on souhaite que soit l'agent, soit la personne qui utilise l'espace, et pas que l'agent soit un mécanisme qui est contrôlé par un ordinateur ou quoi que ce soit.
Et ça, c'est des batailles qu'on a tous les jours sur le chantier parce que l'entreprise essaye tout le temps de imposer des mécanismes traditionnels pour connecter tout à l'électricité ou tout à un ordinateur. Deuxièmement, nous sommes sur ce chantier dans l'utilisation de matériaux plutôt naturels. On essaie de fuir à la dérivation du pétrole, à des éléments qui sont polluants. C'est le cas du liège. On a utilisé le liège dans la grande majorité du lycée. Heureusement, on l'a fait exactement parce que Portugal, c'est un grand producteur de liège. Mais même ça a obligé à trouver quasi un partenaire, un producteur local pour fournir le lycée français qui est en train de consommer beaucoup de liège du Portugal. Donc, il y a un grand approvisionnement de matériel pour que le chantier ne s'arrête pas, qu'on arrive à continuer le lycée. Et aussi la pierre. On a beaucoup de pierres naturelles sans traitement, donc c'est une pierre pure qui est une pierre agrafée, grosso modo. Aussi une pierre naturelle qu'on a choisi la carrière, qu'on a choisi les blocs de pierre les plus purs possibles pour être utilisés au lycée français. Donc, le low-tech, ce n'est pas seulement les systèmes de ventilation, d'isolation, de l'enveloppe thermique qui ferment toute la boîte autour des salles de classe, le haut, le bas et les parois, mais aussi le low-tech, c'est dans l'utilisation des matériaux le plus pur, le plus noble possible. Et heureusement, nous sommes en train de gagner cette bataille. Le chantier est en train d'être fait, malgré toutes les batailles qu'on a tous les jours, mais est en train d'être fait comme il était dessiné, comme il était imaginé. Et merci. Non, merci Thierry, c'est vraiment, en tout cas en fait, pour moi, et je pense que pour toutes les personnes participant ici, c'est vraiment, en fait, on a beaucoup d'enseignements. Et André, au Québec, il dit exactement en fait ça, l'enseignement ici, en tout cas pour la maîtrise d'ouvrage de Québec, pour les écoles. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mettre en place ici et ailleurs. Donc c'est vraiment, en fait, ce projet il est vraiment intéressant parce que je pense qu'on apprend beaucoup de choses et on voit que finalement c'est possible de le faire. Il faut une volonté, mais c'est pas l'impossible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des commentaires, des questions. N'hésitez pas à ouvrir le microphone. Moi, je voulais juste ajouter faire une précision parce que j'ai pas eu le temps d'introduire toute l'équipe, mais en tout cas, voilà, il y a eu des changements dans l'équipe de maîtrise d'œuvre au cours du projet. Donc, les architectes OUDA qui participaient au concours ne faisaient plus partie du projet après le concours. Donc, c'est l'agence d'architecture Matelier qui avait repris le projet à ce moment-là, qui s'est ensuite transformé en Materia. Donc, c'est Thiago Fonseca qui est chef de projet à Lisbonne, avec son gérant, son collègue Miguel Alves, le gérant de Materia. Et l'équipe de paysage a changé aussi. Panorama Paysage, qui participait au début du projet, a changé pour une équipe portugaise de manière à s'adapter au contexte réglementaire et puis pratique. Rio Plano. Voilà. Et merci Thiago et merci Carole et Oscar. Super travail. Merci à tous d'être ici, d'avoir accepté cette invitation. Et je vais vous envoyer les documents, les supports qui ont été présentés aujourd'hui. Et puis, vous serez invité aussi également pour des prochaines conférences, discussions autour de la frugalité, du low-tech, de la performance environnementale. Et Voilà. du défi vivant. Et du défi vivant. Merci Cécile. Merci. Moi aussi, je voudrais juste dire merci et bravo parce que c'est un beau projet et c'est inspirant et ça fait plaisir de pouvoir dire aux gens, vous voyez, c'est possible, ça a été fait. Donc, merci voilà, de cette belle illustration de ce qu'on peut faire aujourd'hui et j'espère encore beaucoup ailleurs. Parfaitement dit. Merci Cécile. Voilà, merci à toutes et à tous. Et on vous souhaite si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres commentaires,
on vous libère. Merci, bon week-end, bon fin de journée pour certains. Donc voilà, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Carole, tu as 5 minutes? Là, j'ai eu. Ça, c'est une bonne question. Tiens, coupe l'enregistrement. C'est vrai.